W T B. No music, moving bass, moving, no music, moving bass, C J O S W T T B. No music, moving bass, moving, no music, moving bass. Quelles sont les conséquences pour vous tous de l'évolution sociale et démographique de la fonction publique hospitalière sur l'action du CGOS? Monsieur Basset, peut-être? Les conséquences, elles seront importantes à plus d'un titre, parce que c'est vrai qu'on va rentrer dans une période, les chiffres d'ailleurs ne sont contestés aujourd'hui par personne, où entre 2006 et 2012, environ 350 à 400 000 agents hospitaliers vont faire valoir leur droit à la retraite. Ce qui sous-entend donc, c'est tout du moins la volonté qu'est la nôtre, que le même nombre de nouveaux hospitaliers intègrent nos établissements hospitaliers. Donc des agents plus jeunes, donc une évolution de notre réponse sociale. Et il est clair que les orientations 2006-2010 ont déjà eu pour objet de réfléchir à cette évolution. Le président Marin vient de parler de la réflexion qui a été la nôtre sur la prestation, études, formation, éducation. C'est clair, c'est une des plus grosses prestations servies par le CGOS, où on essaye de servir de la naissance de l'enfant jusqu'à, je dirais, la fin de sa formation, de sa scolarité, qui peut aller jusqu'aux études supérieures, jusqu'à 25 ans. On essaye de servir des prestations donc, qui sont très importantes au niveau de l'aide à la famille. C'est clair qu'avec l'arrivée dans les prochaines années de ce wagon de nouveaux de jeunes hospitaliers, on va donc avoir une pertinence de réflexion sur l'évolution de ces prestations, parce que bien entendu tout de suite nous y consacrons une part importante du budget important que rappelait Philippe Marin, mais c'est clair que si demain on a plus de jeunes hospitaliers, plus d'enfants, plus de naissances, plus donc d'étudiants et de scolaires, il va falloir que notre enveloppe budgétaire qu'on consacre à cette politique-là augmente. Pareil pour la politique d'aide au logement. On s'aperçoit aujourd'hui que 10 jeunes hospitaliers dans beaucoup de grandes villes de France, une des premières difficultés quand on intègre la fonction publique hospitalière, comme quand on intègre n'importe quelle profession, c'est la recherche du premier logement et surtout l'accès au premier logement. Donc on commence à répondre dès 2006 avec la mise en place du Fonds social logement où on fait des prêts à taux nul à des jeunes hospitaliers pour qu'ils puissent justement acquitter les frais liés à l'installation dans un premier logement. On sait que ça ne sera pas suffisant, c'est une réflexion qu'on doit continuer avec les services de l'État, parce que c'est une réflexion qui, à notre avis, est primordiale pour demain, si on veut être en capacité de résoudre justement ce problème d'inversion de la courbe démographique. Il faut que les hôpitaux, mais avec les services de l'État, on ait des réponses sociales. L'état aujourd'hui, l'état de nos salaires au début, quand on rentre dans la fonction publique hospitalière, entraîne souvent des difficultés pour les jeunes hospitaliers à s'intégrer dans la vie sociale, dans le logement, dans les déplacements, dans tout ce qui est les frais liés à une activité professionnelle. Donc je crois qu'on a des réponses sociales. C'est un des enjeux qui va nous conduire dans cette année 2006 à l'intérieur du CGOS, mais à l'extérieur du CGOS, en partenariat avec le ministère de la Santé dans le cadre des négociations qu'on est en train de conduire, à essayer de trouver les réponses qui sont à la hauteur du challenge, et du challenge est important. Est-ce votre analyse, Madame Belguit? Oui, en grande partie sur l'arrivée massive de jeunes dans nos établissements. Il est évident que nous avons une adaptation à faire. Mais j'ai quand même envie de dire que la politique sociale, c'est pas nouveau au CGOS et que nous avions déjà entamé beaucoup de choses. Et vous parlez par exemple de la prestation études, éducation, formation. C'est déjà une prestation ancienne. Il est évident que nous avons quelques soucis quand même concernant ce qui est en train de se négocier au niveau avec le ministère de la Santé. Pourquoi ? Parce que apparaissent la volonté de faire et d'intégrer une politique sociale. Et notre souci, c'est de savoir avec quoi nous allons l'intégrer. On demande au CGOS, effectivement, de prendre en compte un certain nombre de choses. C'est en questionnement, mais ça fait partie de l'évolution. Et il est évident que si on doit aller plus loin en matière de logement, par exemple, eh bien, les moyens que nous avons ne suffiront pas. Si nous devons aller plus loin en matière de prise en compte des jeunes enfants et notamment des nourrices qui est un vrai problème pour l'hospitalière femme avec des jeunes enfants, eh bien, avec quels moyens allons-nous le faire ?
Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enveloppe, qui peut paraître énorme, quand le président disait tout à l'heure 300 millions d'euros, c'est énorme, comme ça dit devant les caméras. En même temps, il faut comprendre que les 850 000 hospitaliers génèrent pratiquement 3 millions de bénéficiaires. Parce qu'il n'y a pas que les hospitaliers qui sont bénéficiaires du CGOS, il y a leur famille avec. Donc nous sommes aujourd'hui dans une situation de représenter une des plus grosses entreprises ayant des activités sociales à gérer. Donc il est évident que si on nous demande de prendre en compte d'autres éléments sans moyens supplémentaires, il faudra faire des choix. Et ça, c'est toujours le casse-tête pour les différents partenaires du CGOS, c'est qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qu'on doit enlever quand on doit mettre d'autres choses à la place. Je crois que c'est extrêmement compliqué et moi je dis qu'il est nécessaire vraiment de prendre en compte ces phénomènes-là. Je voudrais parler, puisque M. Basset a parlé beaucoup de tout ce qui était la jeunesse, je crois que la question démographique va porter aussi sur les nombreux départs à la retraite. Le CGOS, par solidarité, couvre les retraités. Et nous savons que nous allons avoir une masse de retraités qui va partir prochainement. Et pour nous, en tout cas, il nous semble évident qu'ils doivent continuer à être des ayants droit du CGOS. Donc on va se retrouver véritablement devant une vraie question. Comment, avec les financements que nous avons, nous allons pouvoir continuer à assurer cette solidarité qui est totalement indispensable, parce que lorsque l'on voit l'état des retraites du personnel de la fonction publique hospitalière, c'est absolument catastrophique. Donc il y a aussi des besoins chez les retraités et des besoins qui peuvent être y compris vitaux. Donc on a une vraie question. Monsieur Deiss, les conséquences de la modification démographique de la fonction publique hospitalière, la solidarité, comment est-ce que tout ça s'articule selon vous ? Je rejoins en grande partie ce qui a été dit jusqu'à présent. Il est évident que l'évolution démographique dans la fonction publique hospitalière aura un impact important, très important, sur le fonctionnement du CGOS. Comme vient de le dire Mme Belguit, c'est vrai qu'actuellement, nous sommes environ 860 000 hospitaliers actifs. Plus environ, je crois, 140 000 retraités qui bénéficient de l'action du CGOS. Donc ça fait déjà environ 1 million de personnes qui bénéficient de l'action du CGOS, d'agents. Sans calculer toute la famille, toutes les familles qui suivent. Et là, on arrive environ à 2,5 millions, 3 millions, comme dit Mme Belguit, de personnes. Mais on sait aussi qu'il y aura environ, dans les années jusqu'en 2015, 300 000 embauches de nouveaux agents hospitaliers, donc une population jeune qui va venir, et je crois que c'est une chose qui est aussi appréciée dans la fonction publique hospitalière, mais ça signifie aussi 300 000 retraités en plus. Donc on va se retrouver à environ à 1 300 000 personnes qui veulent se partager, qui veulent avoir recours aux actions sociales du CGOS, toujours avec la même enveloppe, parce qu'il faut quand même le rappeler, les retraités ne bénéficient pas, ne payent pas indirectement une contribution au CGOS. Donc on se retrouve avec les 300 millions d'euros, si on reprend ça d'une manière simpliste, les 300 millions à partager entre 860 000, mais de les partager entre 1,3 million. Donc ceci aura un impact important sur l'action sociale telle que nous aimerions bien qu'elle soit distribuée. Alors c'est vrai que la solidarité, je crois que c'est le mot fort au niveau de l'action sociale du CGOS. Et l'action sociale, comme elle dit, c'est aider les gens dans la société, à leur permettre effectivement de grandir, c'est un mot que j'aime bien, de grandir, de s'émanciper, d'être bien dans leur peau, parce que des gens bien dans leur peau, c'est aussi bien à l'hôpital, il faut le dire, et dans leur famille, donc il y a un bon équilibre. Donc là, je pense qu'il y a tout un enjeu. Alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour faire face à ça ? Je crois qu'il y a le rapport d'orientation stratégique ou d'orientation stratégique qui en a pris compte de ça. Je pense qu'il faudra peut-être faire des choix à un moment donné, mais surtout ce qu'il faudra faire, c'est espérer que nous serons écoutés au niveau des ministères et qu'on nous augmentera d'une manière substantielle les moyens afin de pouvoir faire face à cette attente. Madame Toupillet. Merci beaucoup. Je crois que tout a été dit autour de la démographie. Nous avons une réalité. Nous sommes la seule fonction publique aujourd'hui à avoir une ampleur démographique qui s'annonce d'ici 2015, puisque effectivement nous avons plus de
un agent sur 2 qui part à la retraite, que nous avons 90% des cadres qui partent à la retraite dans la même période et que nous avons des renouvellements de génération à organiser, d'où effectivement une ampleur de sujets un peu inédite. Nous faisons école probablement pour les 2 autres fonctions publiques, comme le CGOS le fait dans le cadre des négociations en cours interfonctions publiques, puisque M. Marin, président du CGOS, a été interviewé par le ministre de la fonction publique compte tenu de l'originalité de cette structure qui est née bien avant toutes les autres. Une loi d'ailleurs organisait le CGOS, puisque un article de loi dans une loi de juillet 1999 a fixé le cadre général de l'organisation de cette action sociale. Alors nous avons des négociations en cours pour essayer d'anticiper ces mouvements qui sont des mouvements à la fois de grande ampleur et en même temps inévitables dans le processus aujourd'hui. Nous savons que le CGOS, et nous avons déjà commencé à interpeller la représentation du CGOS et nos partenaires sociaux qui sont très étroitement associés à la structuration et à l'organisation de cette action sociale. Dans le cadre de nos négociations, nous avons 4 volets qui sont complémentaires des négociations parallèles interfonctions publiques auxquelles nous participons, dont un volet très important qui a été signalé par les partenaires ici présents, qui porte sur les conditions de travail et l'amélioration de l'organisation du travail. Ceci va nous permettre d'anticiper, nous faisons un débat très riche, nous avions une journée entière hier, marathon sur ces négociations, conditions de travail. Ça porte effectivement sur l'aide aux familles, vous l'avez dit, de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, à des âges avancés pour soutenir les enfants en scolarité. Il y a des aides concernant les retraités, ça a été rappelé. Également, je crois que vous avez très justement signalé la nécessité dans une génération où on essaie d'équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, de développer la partie loisirs, qui est une partie très équilibrante dans l'action du CGOS, qui est très prisée d'ailleurs et très bien organisée, il faut le dire. En ayant bénéficié moi-même, je dois donc confirmer qu'elle est parfaitement organisée. Donc je crois effectivement que nous avons là des ingrédients et en même temps une volonté, je crois, partagée entre les dirigeants du CGOS, les représentants de son administration, les représentants syndicaux qui siègent au sein de cette organisation et l'État. Je crois que nous faisons un partenariat, je crois, équilibré, éclairé, et je ne doute pas que nous trouverons les voies et les moyens pour réussir ensemble. Et donc au sein de ce partenariat, la voix de la présidence du CGOS sur ce sujet? Alors effectivement, l'évolution démographique est un défi pour nous, un double défi, ça a été dit très clairement. D'une part, par le nombre de personnes qui vont partir à la retraite et qui vont devoir être remplacées par de jeunes générations d'hospitaliers qui vont avoir forcément d'autres besoins, d'autres aspirations et d'autres attentes par rapport à leurs œuvres sociales. Et le deuxième défi, c'est celui de notre capacité finalement à nous mobiliser sur un projet, à nous fédérer sur un projet commun qui nous permette de faire évoluer notre action sociale. Et pour cela, on va le faire de nouveau cette année, nous l'avions fait il y a 4 ans. Nous allons lancer une enquête et une étude sur la satisfaction des hospitaliers à travers des interviews, à travers des groupes où un consultant pourra mesurer le degré de réponse positive de notre part aux aspirations des hospitaliers et aux attentes des hospitaliers. C'est très important de mesurer toujours en permanence et d'évaluer en permanence la politique que nous menons et les résultats qu'elle produit. Il y a un autre élément sur lequel je voulais revenir, c'est la question relative aux moyens. Je pense qu'il est très important, et je reviens au projet stratégique, que pour que nous puissions être crédibles et que nous puissions discuter à ce niveau-là, il faut que nous ayons des objectifs clairs et des objectifs qui soient fixés et discutés entre nous et qui soient acceptés par les pouvoirs publics qui exercent, au bon sens du terme, le contrôle de tutelle sur l'institution que je préside. Nous sommes une institution qui appartient au domaine hospitalier, qui est dans le secteur hospitalier. Et à ce titre-là, nous ne pouvons pas être étrangers au dialogue qu'a noué le gouvernement avec les organisations syndicales dans le cadre du dialogue social. Et je pense que le CGOS doit avoir toute sa place, puisque précisément il est ancré dans le paysage, il est connu et reconnu par les hospitaliers, et nous pouvons être, au bon sens du terme, un instrument de promotion d'une politique sociale
renouvelés et régénérés finalement dans le cadre du dialogue social. Et je crois que le CGOS a justement eu cette capacité, cette force, c'est pour ça qu'il existe depuis maintenant près de 50 ans, il a eu cette capacité, cette force de s'adapter en permanence finalement aux attentes des hospitaliers, à un environnement qui a beaucoup bougé. Le secteur hospitalier est de grands changements aujourd'hui et le CGOS inexorablement finalement avec l'ensemble de ses composantes a réussi à s'adapter et à répondre toujours aux besoins des hospitaliers. On a évoqué les perspectives du CGOS, mais vous avez vous-même parlé des attentes des agents aujourd'hui. Quelles sont les caractéristiques de ces attentes? Est-ce qu'elles concernent davantage l'action sociale? Est-ce qu'elles augmentent aussi en termes d'activités socio-culturelles et sportives? Quelles sont ces attentes aujourd'hui? Comment est-ce que vous les qualifieriez, Madame Belguit? Je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est que tout naturellement, les attentes des hospitaliers évoluent chaque jour, à tout moment, et en fonction des établissements, des lieux de vie. C'est vraiment quelque chose de très varié. Et la démographie dont on vient de parler, bien évidemment, joue sur les différentes attentes que peuvent nous signaler ou nous donner les hospitaliers. Alors comment on les mesure? J'ai envie de dire que pour les organisations syndicales, c'est assez simple, parce que nous vivons au quotidien avec les hospitaliers dans nos établissements. Nous y sommes confrontés. Lorsque nous faisons des tours de service les uns et les autres, les questions sociales sont au cœur des débats quotidiens. Tout en sachant que nous avons la particularité de ne pas pouvoir y répondre dans les établissements, puisque le CGOS, ça ne se passe pas à l'intérieur de l'hôpital, si ce n'est par l'existence du correspondant, qui est, je dirais, une sorte de boîte aux lettres, mais aussi quelqu'un qui est extrêmement important par rapport à l'écoute qu'il peut avoir des hospitaliers qui viennent le voir. Donc, on a comme possibilité, nous, dans les établissements, de prendre la température auprès des hospitaliers, la température auprès des correspondants. Nous sommes en direct, je dirais, avec les hospitaliers. Moi, je voudrais dire surtout que ces attentes évoluent aussi en fonction du pouvoir d'achat. Je crois qu'il est extrêmement important de se rendre compte qu'au plus le pouvoir d'achat est pénalisé, au plus les salariés sont en demande d'activités, plutôt d'actions sociales sous forme numéraire. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut qu'il y ait un apport financier qui vienne d'ailleurs. Est-ce que c'est véritablement la mission du CGOS que d'être ce complément de salaire? C'est une vraie question. On ne peut pas transformer les choses du jour au lendemain et nous sommes obligés effectivement de tenir compte à la fois de ces nécessités, je dirais, de vie au quotidien et de ce qui peut paraître pour certains comme une partie plus accessoire et pourtant indispensable, que sont les vacances, les loisirs et les activités sociales. Donc voilà, on est vraiment dans aujourd'hui, par exemple, pour donner quelque chose que nous vivons au quotidien et qui est extrêmement prégnante, nous avons dans toutes les régions ce que l'on appelle des commissions de prestations qui étudient les demandes de secours et nous constatons une véritable paupérisation du personnel hospitalier avec une augmentation considérable des demandes de secours qui se font aujourd'hui. Donc on est vraiment obligé de tenir compte d'une situation pareille. Ce sont des gens qui sont en vraie difficulté, qui ont besoin immédiatement que le CGOS soit là et leur apporte le secours qui est nécessaire. Voilà, mais on pourrait faire aussi que ça. Et il faut qu'on soit capable de se diversifier et de trouver des réponses à toutes les attentes qui sont faites. Monsieur Deys, est-ce que vous observez la même situation ? Oui, nous observons la même situation au sein de nos établissements. Il est évident que nous remarquons dans toutes les régions, parce que c'est une aide qui est distribuée au niveau régional, et je crois que ça c'est aussi une spécificité du CGOS, c'est la proximité.
nous constatons quand même de plus en plus d'appels à l'aide, si on peut dire, parce que les gens sont en difficulté financière. Et là, on retrouve de plus en plus toutes les catégories socio-professionnelles de l'hôpital dans cette demande d'aide. Donc il y a quelque chose qui se passe et je crois que justement, une des forces du CGOS, et d'ailleurs que nous avons écrit dans notre rapport d'orientation, c'est la réactivité. Nous sommes réactifs à la demande. Et nous nous tendons vraiment à être le plus juste et équitable dans cette redistribution. Donc c'est vrai que l'action sociale, dans le terme action sociale, j'entends donc justement cette aide à des personnes qui sont en difficulté financière. Oui, là je crois que c'est quand même la partie dominante du CGOS, c'est l'action sociale vraiment. Alors comment dire, quelles sont les attentes des gens? Je crois que le président l'a dit, nous allons refaire une étude, nous allons relire ça. Mais nous allons revoir effectivement quelle est l'attente des hospitaliers. Mais nous, représentants du personnel et aux syndicats, eh bien, nous constatons effectivement que de plus en plus les gens effectivement demandent de l'action culturelle et sportive et de vacances, surtout des petites vacances maintenant, mais aussi de l'aide sociale qui passe un peu inaperçue parce que ça ne concerne pas tout le monde. Avoir bénéficié d'une importante prestation études, éducation, formation, ça ne concerne pas tout le monde. Mais ceux qui la touchent en sont très reconnaissants et leur aident conséquemment à grandir, comme j'ai dit, à évoluer dans leur vie, et eux ou leurs enfants. Et je crois que là, c'est la mission importante du CGOS et une des grandes attentes. L'autre attente où nous avons entendu et à laquelle nous avons répondu, c'est l'aide au logement. Et je crois que là, nous avons réussi rapidement l'année dernière à se faire une convention qui a gagné justement parce qu'elle était simple, elle était lisible, elle n'était pas tortueuse. Nous avons réussi rapidement avec le concours du ministère à rédiger cette convention. Nous en sommes très reconnaissants et les hospitaliers aussi, parce qu'aujourd'hui, avec du recul, et nous en reparlerons demain, eh bien, nous constatons que là aussi, nous avons répondu à une attente. Comment percevez-vous, Monsieur Basset, l'équilibre entre attente sociale, attente de loisirs ? Bon, beaucoup de choses viennent d'être dites. Je vais essayer de ne pas répéter les mêmes. Vous voyez qu'on a mis au point deux méthodes de réflexion. La réflexion qu'on s'est imposée à nous-mêmes, avec cette perspective d'évolution de nos prestations 2006-2010. On ne s'est pas simplement réunis entre nous dans des séminaires, aussi sympathiques soient-ils. On a essayé de se nourrir de réflexions qui nous revenaient de l'ensemble de nos structures syndicales ou des représentants des employeurs hospitaliers. Également, en se nourrissant d'autres intervenants l'ont dit avant moi, il y a une chose qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est qu'il y a un lien entre l'agent hospitalier et le CGOS dans ces délégations régionales, dans ces 16 délégations régionales, c'est le correspondant local. C'est-à-dire que dans chaque établissement hospitalier, ou tout du moins c'est l'ambition qu'on entend avoir, c'est d'avoir un individu, une personne, un responsable qui en général travaille dans les services de direction des ressources humaines, qui est là pour apporter l'information au personnel sur la politique dispensée par le CGOS et qui est là pour recueillir les difficultés des personnels, pour l'aider à remplir ses demandes sociales et pour essayer aussi de nous faire remonter qu'est-ce qui s'exprime comme évolution souhaitable de notre politique sociale. Ça, c'est notre première, je dirais, source d'intervention et de réflexion. La deuxième, tous les 5 ans, le président Marin a dit, on souhaite confier à un cabinet extérieur une réflexion, une étude. On vient d'en décider d'ailleurs la semaine dernière l'identité de celui-ci. Il va passer les mois qui viennent à interviewer, entre guillemets, des panels d'agents hospitaliers dans différents secteurs de territoire pour essayer là aussi d'avoir deux informations. Est-ce que notre politique sociale est bien perçue? Est-ce qu'elle donne au personnel hospitalier l'impression d'être une bonne réponse? Et en retour également, à ce que le personnel hospitalier soit en capacité de nous donner des pistes de réflexion pour l'évolution de notre politique sociale. Mais tout ça, plusieurs intervenants l'ont dit, on sera de toute façon à un moment ou l'autre confronté à un dilemme particulier, c'est les moyens budgétaires qui seront alloués à cette politique sociale. Et c'est pour ça, on le dit, je le dis, mais on le dit tous depuis des mois, il faut qu'on soit en capacité d'avoir de bien étaler en direction des hospitaliers, mais en direction du ministère, qu'est-ce que l'on fait de ces 300 millions d'euros qu'on récolte tous les ans? En quelle direction ils vont? Combien la prestation études, formation, éducation, combien les autres prestations amènent de liquidité dans l'ensemble du pays en direction des hospitaliers? Parce que si demain,
on veut être en capacité d'obliger les pouvoirs publics à engager une réflexion avec le CGOS sur l'évolution de la contribution, qui est aujourd'hui de 1,50%. On ne le fera pas si on n'a pas un projet. Si on ne démontre pas qu'aujourd'hui, on consomme ces 300 millions d'une manière qui correspond complètement à l'attente et aux besoins des hospitaliers, et que si demain, l'augmentation de contribution qu'on réclame, c'est aussi pour mettre en place une politique nouvelle qui réponde à l'évolution que les hospitaliers attendent de nous. Et je crois qu'il faut qu'on soit en capacité de le faire. Et je pense que les méthodes de réflexion, les méthodes d'évolution qu'on est en train de mettre en place pourront nous donner et devront nous donner les outils nécessaires pour qu'ensuite on puisse engager avec les représentants du ministère, avec la direction des hôpitaux, la négociation nécessaire pour une évolution programmée, pluriannuelle de la contribution qui devra nous permettre ensuite de suivre l'évolution de la fonction publique hospitalière. Monsieur Marin, sur cette question des attentes? Alors, sur la question des attentes des hospitaliers, je pense qu'il faut peut-être faire référence aussi à la population et aux personnes que nous servons. Je m'explique, nous avons affaire à une population qui est en majorité féminine, dont les conditions de travail les amènent, là aussi dans leur grande majorité, à exercer sur des cycles de travail qui ne sont pas des horaires de type administratif, à travailler le week-end, qui donc peuvent avoir des besoins spécifiques à ce niveau-là. La nouveauté, ça a été dit à plusieurs reprises, c'est également le fait que nous allons avoir un fort rajeunissement de la population hospitalière. Les hospitaliers vont se renouveler et vont se rajeunir. Alors ça posera une question peut-être par rapport aux retraites, mais en même temps, ça nous permettra d'avoir une organisation et un fonctionnement pour desservir les besoins des hospitaliers qui aura la nécessité d'évoluer. Alors sur les attentes des hospitaliers, moi je pense qu'il est important de rappeler que l'objet exclusif du CGOS, c'est de servir les hospitaliers. La logique de l'institution, c'est de satisfaire les besoins des hospitaliers dans toute la diversité qu'ils peuvent exprimer. Nous avons plus d'une centaine de prestations qui existent au niveau national et au niveau des régions. Chaque région a une politique régionale de proximité qui est extrêmement précise et développée et qui peut être très différente d'une région à une autre. C'est ce qui permet d'expliquer quelquefois les différences que peuvent constater certains hospitaliers quand ils changent de région. Ils s'aperçoivent que les politiques régionales voulues par les régions peuvent être différentes. Et l'organisation générale et la gestion que nous avons au niveau du CGOS nous amène également à faire la synthèse de l'ensemble de ces politiques régionales et à faire en sorte d'avoir une approche qui, au niveau de la solidarité nationale, exprime et apporte une réponse aux besoins qui sont des besoins généraux et génériques. Je parlais de la prestation études, éducation, formation. Je parlais du complément de la prestation maladie, qui est aussi une prestation du CGOS, il faut le rappeler. Je parle également des prestations liées aux événements familiaux, le départ à la retraite, les événements familiaux heureux ou malheureux, même quand ils se produisent. Et donc l'ensemble de ces éléments sont finalement inscrits dans une politique. Et la difficulté que nous pouvons avoir en matière de communication, mais cette session est aujourd'hui l'occasion peut-être de nous exprimer en direct, c'est de rendre lisible ce que nous essayons de faire et de rendre compréhensible par les hospitaliers finalement que nous sommes à leur service, que nous essayons de répondre à leurs besoins, à leurs attentes et que nous essayons au fond de coller à l'évolution de la population, de cette population hospitalière qui elle-même évolue comme la société. Si le CGOS a changé de slogan, on parle aujourd'hui du CGOS au service de tous les hospitaliers. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Monsieur Passet? Écoutez, je crois que c'est ce qu'on a essayé de démontrer depuis le début de ces débats, c'est d'essayer de coller complètement à ce qu'on entend apporter comme réponse sociale et à ce que les hospitaliers attendent de notre part comme réponse sociale. Donc effectivement, notre ambition, même si elle est très ambitieuse, mais on essaye, c'est de faire en sorte que chacun des hospitaliers, quand il rentre à l'hôpital, à un moment donné de sa vie professionnelle, eh bien, il est rendez-vous avec le CGOS. Et que ce rendez-vous avec le CGOS eh bien, corresponde à ce qu'il en attend. C'est l'ambition qui est la nôtre. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Madame Elguit. Moi, je dirais que si nous voulons continuer à être appréciés
par ces personnels chaque fois qu'ils viendront à la rencontre du CGOS, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, en difficulté ou en plein choix de vie par rapport à des choix de vacances ou des choses comme des loisirs. Il est indispensable que le CGOS continue à travailler à l'adaptation permanente en fonction des attentes des hospitaliers, en y gardant l'équité, la solidarité, et en donnant au CGOS peut-être encore plus de possibilités d'être proche de la réalité vécue par chaque hospitalier qui, encore une fois, est différent, qu'il soit dans un CHU avec 10 000 salariés ou dans une maison de retraite avec 20 salariés, qu'il soit en ville ou à la campagne. Monsieur Deiss. Oui, moi je crois que je partage tout à fait un CGOS pour tous les hospitaliers. Oui, un CGOS pour tous les hospitaliers, mais pas de la même manière. Je crois qu'il y a le CGOS qui doit répondre aux besoins réels des hospitaliers en termes sociaux. C'est la grande dimension dont nous avons parlé. C'est le CGOS qui est présent au regard d'un quotient familial. C'est là où on mesure vraiment quels sont vraiment les besoins financiers, hein, parce que c'est de l'aide financière que nous apportons majoritairement. Oui, ça c'est le quotient familial, c'est les plus démunis, c'est les gens qui sont en situation difficile. Mais il y a aussi le CGOS qui permet de grandir, comme j'ai dit avant, qui permet d'émanciper. Ça concerne tous les hospitaliers, que ce soit les démunis, que ce soit ceux qui ont moins de difficultés financières. C'est le sport, ça se traduit par le sport, ça se traduit par l'aide aux vacances, ça se traduit par la billetterie. Ça se permet d'ouvrir l'hospitalier, de le faire sortir de ce monde hospitalier, de l'ouvrir sur la société dans sa globalité et de lui faire découvrir d'autres facettes qui peut-être... Il n'aurait peut-être pas la curiosité, mais ni non plus les moyens de les découvrir. Donc je crois que c'est aussi une mission justement d'éviter qu'il y ait du corporatisme ou qu'il y ait un monde fermé qui se crée dans le monde hospitalier, mais c'est de lui permettre de s'ouvrir. Donc oui, c'est un CGOS pour tous les hospitaliers. Un CGOS pour tous les hospitaliers, Madame Toupillet, en 1 minute. Alors je dois dire, c'est une ambition, c'est un idéal, mais ce n'est pas tout à fait une réalité encore, puisque le CGOS donc, ne sert pas de prestation au monde des praticiens, au monde des médecins, qui sont 100 000 en France, qui ne sont pas dans le champ de la fonction publique. C'est la raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, l'action n'est pas étendue à ce champ d'activité et d'exercice. Également, quelques établissements qui, compte tenu de l'histoire parallèle du CGOS, échappent au CGOS et sont dans des organismes, mais ils sont très peu nombreux. Nous pouvons dire aujourd'hui que le CGOS se caractérise par une originalité très particulière puisque nous avons des milliers d'établissements et c'est la seule fonction publique qui a structuré autour d'une organisation particulièrement, on peut le dire, performante, un avenir et une construction, une actualisation de l'action sociale au bénéfice des hospitaliers. Le gros avantage, y voyons-nous, c'est que cette action sociale est construite au travers de son histoire, une histoire qui dure et nous espérons longue durée à cette histoire du CGOS, qui est faite par les hospitaliers, avec les hospitaliers et pour les hospitaliers. Je crois que c'est peut-être un avenir que nous allons poursuivre ensemble, puisque la volonté des pouvoirs publics est de s'appuyer sur l'organisation du CGOS pour construire l'avenir sur lequel nous travaillons avec les partenaires sociaux aujourd'hui. Monsieur Marin, votre conclusion ? Alors, ma conclusion, je voudrais faire une conclusion en 2 points. D'abord, vous parlez d'une question qui est une question qui, je crois, intéresse aussi les hospitaliers. C'est celle du régime de complémentaire retraite des hospitaliers que nous gérons avec la compagnie Assurance Générale de France, pour indiquer qu'en 1963, nos prédécesseurs ont pris l'initiative d'instaurer un régime de complémentaire retraite hospitalier facultatif. Donc nous sommes actuellement en cours de discussion avec l'ensemble des parties prenantes sur la consolidation de l'engagement viager de ce régime. Nous y travaillons ardemment et je ne doute pas que le succès soit au rendez-vous et au rendez-vous le plus rapidement possible. En tout cas, je l'appelle de mes voeux. Alors, moi, je pense que le CGOS, pour répondre à votre question, le CGOS est une institution qui est ancrée dans son histoire, mais qui est en même temps une institution porteuse de modernité. Ancrée dans son histoire parce que nous l'avons conçu à l'origine, nos prédécesseurs l'ont conçu, sur l'initiative conjointe des pouvoirs publics, des organisations syndicales et de la Fédération hospitalière de France.
l'ensemble des volontés se sont unies pour créer une institution au service des hospitaliers, à disposition des établissements hospitaliers. Les établissements hospitaliers lui ont fait confiance puisque nous sommes devenus depuis 1999, Daniel Toupillet le rappelait, un régime obligatoire ou quasi obligatoire. Donc nous intervenons sur tout le territoire national au niveau métropolitain et cette organisation est une organisation qui est forte dans ses fondements et qui a la capacité de relever les défis qui seront les siens. Elle est également forte dans son organisation parce que, et je voudrais le défendre, la gestion paritaire que nous avons au sein du CGOS pour la pratiquer depuis maintenant quelques années est une garantie d'équilibre, une garantie de recherche de synthèse et une garantie de pérennisation de l'institution. Je pense véritablement que nous en sommes là où nous en sommes, bien entendu avec le soutien des pouvoirs publics, mais parce que l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des forces vives de l'institution hospitalière finalement se réunissent pour faire fonctionner le CGOS. Et au fond, je pense que c'est une excellente chose pour nous. Bien, je vous remercie, mesdames, messieurs. Je voudrais rappeler pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister en direct à ce forum que l'émission sera retransmise en direct à partir de mercredi matin sur le site du CGOS, donc sur www.cgos.info. Il suffit de cliquer sur le bandeau animé, le CGOS en direct du salon Hôpital Expo Intermédica, dans le haut de toutes les pages. Et je vous donne rendez-vous au prochain forum cet après-midi à 15h30 sur le thème Le correspondant, un rouage essentiel de l'intervention de proximité. Très bien, je voulais remercier bien sûr les partenaires Hospimédia qui a accepté d'organiser notre débat et sa rédactrice en chef. Remercier Daniel Toupillet également d'avoir représenté le ministère de la Santé avec lequel nous travaillons étroitement et l'assurer du fait que le CGOS sera toujours présent auprès des pouvoirs publics pour développer et amplifier la politique sociale en direction des hospitaliers. Et puis également bien sûr les organisations syndicales, les partenaires qui, au niveau du CGOS, œuvrent au quotidien pour faire en sorte que les œuvres sociales puissent continuer à rayonner. Et puis, bien sûr, j'aurai un petit mot pour les hospitaliers qui nous regardent également, en leur disant que nous sommes à votre service, qu'on essaie d'être le plus proche de vous. Et la façon qu'on a trouvée aujourd'hui à Hôpital Expo en direct, c'est de communiquer à travers Internet et à travers les moyens modernes de communication pour pouvoir s'adresser directement à vous. Enfin, en tout cas, sachez que nous sommes à votre disposition et que nous sommes à votre écoute et nous espérons avec vous continuer à promouvoir et à développer les œuvres sociales au service des hospitaliers. Merci. CJOS www